Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette rencontre débat ensemble avec Tego. Nous sommes diffusés en simultané sur YouTube et sur Facebook et nous sommes ensemble pendant 1 heure pour parler et pour discuter du risque militaire. Vous avez vu passer le questionnaire il y a quelques semaines. Vous avez été très nombreux à vous répondre. On vous en remercie. D'autant plus qu'on s'est basé sur vos réponses pour établir le déroulé de cette émission, éventuellement essayer de répondre à quelques questions. Alors, je vous le dis tout de suite, on ne va pas apporter de réponse directe, on n'est pas là pour ça, mais par contre, on va regrouper vos interrogations, vos ressentis pour les faire remonter. J'ai le grand plaisir d'animer cette émission pour vous. Je m'appelle Emmanuelle Dancourt, je suis journaliste et à mes côtés, laissez-moi vous présenter, alors par qui je commence? Allez, Gratien Maire, président de l'association Tego. Bonjour Gratien. Bonjour Emmanuel. Merci d'être avec nous. Et Éric Bello-Desminières. Bonjour Éric. Bonjour Emmanuel. Et administrateur de l'association Tego. On va démarrer cette émission avec vous deux, peut-être avec Gratien déjà, pour nous raconter la genèse de ce projet. Pourquoi on est là finalement? Alors d'abord, je vais commencer par peut-être présenter pour ceux qui ne la connaissent pas suffisamment ce qu'est l'association Tego. L'association Tego est en fait l'héritière de deux associations, le GMPA et la GPM, qui ont été créées par des militaires à l'issue du deuxième conflit mondial et au moment de la crise, enfin du conflit en Indochine, sur le constat que les militaires n'étaient pas suffisamment couverts face au risque du décès ou des blessures en service, en opération et en service bien évidemment. Et ces deux associations ont créé un modèle unique de prise en charge par l'intermédiaire d'assureurs qui ont accepté, contrairement peut-être à d'autres assureurs qui ne l'acceptaient pas, de prendre en charge ce risque, qui est quand même un risque spécifique, on en parlera, notamment dans l'exercice de métier de soldat. Et aujourd'hui, en 2023, ce modèle persiste avec l'association Tego, association souscriptrice, et d'autre part, deux assureurs principaux pour ce qui concerne la prévoyance, AGPM et Allianz, qui couvrent l'invalidité et le décès pour les militaires, sans exclusion, et c'est important, pour l'activité opérationnelle. Alors merci beaucoup pour ce rappel effectivement historique. Pourquoi cet événement, Gratien? Alors, 70 ans donc après la création de ces deux associations, il m'est apparu intéressant de réfléchir sur ce que représentait le risque militaire aujourd'hui. Ça a fait l'objet d'un débat lors des rendez-vous Tego en avril 2023, qui a soulevé pas mal de questions, un débat très intéressant, mais qui s'est fait en face d'un public parisien essentiellement. C'était en présentiel. En présentiel, bien sûr. voilà. Et donc, à la suite de cet événement, il m'est apparu nécessaire de donner la parole à nos adhérents, victimes ou témoins de ce que représente le risque militaire, afin de comprendre leurs attentes et surtout ce que l'association Tego pourrait mieux faire pour accompagner ces femmes et ces hommes qui ont fait le choix d'un métier où la mort ou la blessure n'est pas seulement un risque, mais la conséquence d'un devoir et de leur engagement vis-à-vis de la nation. Alors qu'est-ce que fait déjà Tego aujourd'hui? Alors, peut-être d'abord, pour repréciser un peu les choses, le métier militaire, en fait, est construit socialement autour d'un double risque. Rappelons-le, la mort reçue et la mort donnée sur ordre de l'État pour la défense de nos concitoyens. Et c'est en cela que le risque militaire me semble spécifique par rapport à d'autres métiers qui impliquent également une prise de risque. Je pense à nos adhérents pompiers ou adhérents policiers. Alors, évidemment, pour répondre à votre question, il ne s'agit pas pour Tego de se substituer à l'action de l'institution, qui fait déjà beaucoup, l'État fait beaucoup, met en œuvre des dispositifs d'accompagnement, mais dans un cadre législatif et réglementaire qui est bien défini, avec des processus parfois un peu complexes et un peu lents. Il ne s'agit pas non plus pour l'association Tego de se substituer à l'action des assureurs, nos assureurs partenaires, qui agissent dans un cadre contractuel. L'ambition de Tego est d'intervenir en complément de ces actions, notamment là où la réponse institutionnelle et le cas échéant la réponse contractuelle s'avèrent insuffisantes. Alors c'est ce que... Je vous en prie. Pardon. Non, c'est ce que nous faisons en fait de façon directe auprès de nos adhérents à travers des aides et d'un accompagnement. Nous disposons d'un réseau d'entraide, de délégués entraide qui sont sur le terrain, qui vont au contact
de nos adhérents, ceux qui ont souscrit un contrat de prévoyance auprès de l'un de nos assureurs, qui les accompagne sur le plan administratif. Nous mettons en place des aides financières, des aides psychologiques et tout un tas de, plusieurs services. On pourra en parler tout à l'heure. C'est ce que nous faisons aussi de façon indirecte auprès de l'ensemble de la communauté militaire en soutenant de nombreuses associations qui relaient notre action sur le terrain, qui sont bien connues de les militaires. Donc nous les soutenons financièrement. Et c'est ce que nous faisons enfin en contribuant à différents projets, des initiatives qui vont de la construction d'une crèche à Toulon, en partenariat avec le ministère des Armées. À la construction, nous participons aussi à la construction, au financement de la construction d'un village des blessés au Centre national des sports de la défense de Fontainebleau, d'un institut de réhabilitation du handicap par le sport dans la région parisienne, et puis d'une manière un peu plus originale, en soutien à une association qui s'appelle l'ACAP, qui propose des chiens d'assistance aux victimes du syndrome de stress post-traumatique, comme existent des associations qui proposent des chiens d'assistance au profit des aveugles. J'ai une dernière question pour vous, Gratien. Quand on parle du risque militaire, moi, spontanément, je pense à la mort, bien sûr, et je pense aux blessures physiques ou psychologiques. Et en préparant cette émission, je me suis rendu compte que ça allait bien au-delà, en réalité. Et c'est important qu'on le dise. Alors effectivement, vous avez raison. Le risque militaire prend, alors on pense naturellement au décès, à la blessure physique ou psychologique, mais il prend d'autres formes juridiques, par exemple, mais également, je pense surtout au risque pour les proches, pour la famille. La famille et les proches des militaires, lesquels militaires sont soumis à des contraintes de mobilité, d'absence fréquente, répétée, entraînement et opération, qui compliquent pour la famille la capacité à faire face à une situation difficile, à un aléa de la vie, comme on dit, qu'aurait subi leur conjoint militaire. Et donc pour revenir, je terminerai par là, pour revenir à votre question initiale, il est important, pour ne pas dire fondamental, pour l'association d'avoir un contact direct avec ses adhérents, d'abord pour comprendre les difficultés auxquelles ils ont pu être confrontés dans des moments difficiles, et surtout de pouvoir améliorer la réponse de l'association et de notre action pour les soutenir. Et je pense qu'il est important de rappeler à nos adhérents, au début de cette émission, alors on a quand même, l'association compte environ 1 200 000 adhérents, donc ce n'est pas rien, et que nos adhérents comprennent le sens de notre engagement, de l'association, et que ce soir, nos auditeurs comprennent l'objectif de cette émission. Merci beaucoup, Gratien. Je me tourne vers vous, Éric Bello des Minières. On parlait du risque militaire spécifique, a même dit Gratien. En quoi ce risque il est spécifique? Un risque dont finalement on ne parle pas tant que ça. On verra tout à l'heure, on a 5 personnes qui vont venir témoigner. Et le mot tabou est revenu plusieurs fois quand on a préparé. En quoi ce risque il est spécifique, Éric? Je ne suis pas sûr qu'il s'agisse de tabou. Mais il s'agit de choses qui sont un peu inhérentes à la vie de soldat. Si en 10 points, on essaie de décrire un petit peu l'idée de ce qu'est le risque militaire, je pense qu'on commencerait par dire le risque militaire est consubstantiel du métier de soldat. Risque de mort, risque de blessure, vous l'avez évoqué, avec tous les risques, j'allais dire connexes, qu'a évoqué à l'instant Gratien Maire, qui sont liés à la forme et au type de métier militaire qui nécessite absence, déménagement, etc. Et qui porte aussi sur la famille, j'y viendrai dans un deuxième temps. Le premier point, ce risque, en fait, est consubstantiel au métier de soldat. Je tue, je peux être tué, je suis confronté aux horreurs de la guerre, et à ce titre, je porte et je reçois une partie de ce risque que moi-même je fais porter à l'adversaire. Mon objectif, c'est de vaincre. Je porte la violence légale, je porte les armes de la République, et en portant l'ensemble de ce système, je mets ma peau au bout de mes idées, ou je mets la peau de mes subordonnés au bout de mes décisions. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, la blessure et la mort deviennent ainsi les compagnes du soldat. Les compagnes du soldat au quotidien, c'est une chose, mais aussi, et à la limite c'est presque le troisième point, les compagnes de leur environnement. Les familles, les compagnes, les amis, les parents, les enfants. Les soldats n'ont pas toujours conscience, en fait, de la façon dont le conjoint militaire, la personne militaire qu'il côtoie, elle-même est soumise à une certaine pression. Le point suivant, c'est quand même de dire que dans toute
cette vie de soldat pour être capable de surmonter le risque en opération, dans la guerre, il faut s'y entraîner. Et l'entraînement porte lui-même en soi un risque, parce que à l'entraînement, on prend d'une manière un peu schématique l'ensemble des mesures de sécurité qu'on prendra en temps de guerre, mais on revient toujours à cette idée d'avoir un entraînement aussi réaliste qui amène à faire porter un certain nombre de risques. Après, outre cette comparaison par les gens qui l'entourent, la 5e idée, c'est dire que cette prise en charge du risque est traitée en termes de réparation par le statut des militaires, quelle que soit son imperfection. Et ceci a été largement transformé à l'issue de la guerre de 14. Vous vous souvenez de tout le travail qui a été fait par André Maginot d'une part, qui est à l'origine en fait de toute cette idée selon laquelle les blessés, les familles des tués avaient des droits sur le reste de la nation, qui au titre de la réparation intervenait, et avec derrière ce qui a continué à se construire après la guerre de 40, pendant la guerre d'Indochine. Tegout en fait partie. Après, vous vous rendez compte, et c'est bien le 6e point, qu'il y a un accompagnement toujours plus en plus performant, mais qui reste un magma administratif parfois difficile. Magma administratif, je crois qu'on va y revenir. Hein. Le 7e point, il existe des pistes d'amélioration qui sont d'ores et déjà mises en œuvre avec une action ministérielle dont je peux constater et attester aujourd'hui qu'elle est résolument engagée. Est-ce qu'elle aboutira? Est-ce qu'il ira aussi rapidement qu'on le souhaite? Néanmoins, il y a une volonté de simplifier les procédures, d'améliorer la diffusion de l'information et puis d'inverser un petit peu la charge de la preuve vis-à-vis du blessé. Après, il y a une notion en France d'égalité devant le devoir de réparation, en particulier pour les militaires en service. Le 9e point est très simple. La décision et l'évolution qui a été décidée par le ministre des Armées ou par la ministre déléguée aux anciens combattants ou la secrétaire d'État aux anciens combattants est de faire en sorte que le blessé ou la famille des tués n'ait pas elle aussi un parcours du combattant à réaliser pour bénéficier des aides. Et enfin, toutes les associations dont Tegout, pour laquelle je suis administrateur, ont ce rôle complémentaire à jouer pour être capable de guider parfois plus jeunes ou plus affectés qu'eux pour leur permettre de trouver la meilleure solution. Alors vous allez voir, messieurs, et je vous remercie beaucoup pour cette première prise de parole, que les témoignages que nous allons entendre vont dans ce sens aussi. Je rappelle que toute l'émission, tout le déroulé de l'émission a été fait en fonction de l'enquête réalisée avec vos réponses. Je vous rappelle aussi le principe interactif de l'émission. Vous pouvez, dans les chats, poser vos questions. Elles me sont transmises sur cette tablette et on les prendra à la fin de chaque témoignage. Et je vois qu'on est déjà en ligne avec Cheikh André. Bonjour Cheikh André. Bonjour. Bonjour. Voilà, ça y est, je vous vois droit. Cheikh André, 35 ans, et je crois qu'on voit que vous êtes dans l'armée de terre. J'aimerais d'abord que vous nous disiez, avant qu'on parle du risque et de ce qui vous est arrivé, Cheikh André, vous nous racontiez vos états de service militaire. Vous êtes engagé depuis 10 ans, c'est ça? Tout à fait. Donc moi, ça va faire 10 ans que je suis engagé dans l'armée de terre. J'ai fait 8 ans en unité de combat. Je suis dans la cavalerie blindée. Je suis spécialisé en renseignement, recherche et intervention. Et après 8 années dans cette unité de combat, je suis depuis 2 ans maintenant l'adjoint au centre de formation et d'instruction du régiment. Alors, si vous êtes avec nous, Cheikh André, c'est forcément qu'à un moment, il est arrivé quelque chose dans votre carrière de militaire qui vous a fait prendre conscience de ce qu'était le risque de manière violente. Est-ce que vous voulez bien nous raconter ce qui vous est arrivé exactement? Oui, donc au cours de ma plutôt jeune carrière, j'ai été plusieurs fois déployé en opération extérieure où on a eu des situations conflictuelles, notamment en Centrafrique en 2015. J'avais déjà fait le Mali une première fois, mais alors on est militaire, on sait qu'on s'engage pour protéger ceux qu'on aime, mais les protéger à distance. Donc on sait qu'on va être envoyé à l'étranger pour remplir notre mission et qu'on va faire face à ce risque, à ce danger-là. Mais c'est une prise de conscience qui est très relative, dans le sens où, tant qu'on ne la vit pas, elle n'est pas vraiment... C'est ça, ce n'est pas du palpable en fait. Et lors de ma dernière mission, on va dire mission dure, c'était au Mali en 2020 et nous étions à la poursuite de groupes armés qui
qui essayaient de se défendre comme ils pouvaient. Et lors de cette course-poursuite, il y a un élément d'une patrouille amie qui a été touché par une balle en pleine tête et qui est décédé sur le coup. Donc on a continué la mission, on l'a terminée, mais là je me suis posé, je me suis quand même dit que malgré tous nos équipements, malgré le casque qu'on pouvait porter, les gilets, les véhicules blindés qu'on avait, en fait, il y avait un risque réel qui pouvait frapper à tout moment sans prévenir, parce qu'on ne s'y attendait pas. On se disait, c'est bon, on est en train de les rattraper, on va les interpeller, on aura rempli la mission. Et en fait, non, on a été frappé par cet incident tragique qui, en fait, nous a stoppés dans notre élan. Et le soir venu, on se rend compte que, en fait, ça aurait pu être moi parce que c'est une balle perdue, parce qu'il était quand même sur une moto et il tirait sans regarder où il tirait. Et c'est vraiment une balle perdue qui aurait pu toucher n'importe lequel d'entre nous. Faut Donc dire là, quand on même que s'est vous dit, étiez très souvent isolé avec votre équipe au milieu de zones ennemies avec des renforts à plus de 20 km, enfin, dans des conditions effectivement difficiles, même si vous aviez l'habitude, et que finalement le risque, il tombe pas forcément au moment où on s'y attend le plus en fait. exactement. On en a conscience. On sait très bien que les théâtres d'opération comme le Sahel, il y avait le risque d'IED, il y avait le risque alors un peu plus minime, mais d'embuscade. Mais on n'y pense pas vraiment parce qu'on se dit on est préparé, on est entraîné à anticiper, à faire face, à détecter ce genre de menaces. Mais non, la réalité en fait nous rattrape et nous montre que à tout moment ça peut frapper et surtout ça peut frapper sur n'importe qui. Alors on voit la prise de conscience qui a été importante pour vous, violente. Et vous, ce que vous aimeriez, c'est qu'on protège vos familles aussi. C'est un peu la demande que vous faites. C'est votre Tout à attente. fait. Donc, à ce moment-là, on se rend compte du risque qu'on prend, mais on en a conscience. On le savait depuis notre engagement. Et puis, au fil des missions, on voit ça a été dit en début de débat, on prend un risque, mais on est aussi vecteur de ce risque qu'on fait prendre à, à l'adversaire, si je peux dire, qui est face à nous. Parce que on peut être blessé ou tué, tout comme on peut aussi blesser et tuer. Mais en fait, ce dernier événement m'a amené à me poser la question. Oui, c'est vrai, j'accepte ce risque que je prends. Je sais que je peux aller jusqu'au sacrifice ultime, mais qu'adviendra-t-il de ma fille? Qu'adviendra-t-il de ma famille? Mhm. Et est-ce qu'ils auront tout ce dont ils ont besoin? Comment est-ce qu'ils seront pris en charge? Et c'est des questions en fait qui ont besoin d'avoir une réponse certaine pour que nous derrière on ait la conscience tranquille quand on travaille. On ne travaille pas avec toutes ces questions qui reviennent constamment dans le cerveau. Alors je vais faire réagir Eric d'abord, Gratien ensuite sur ce qu'ils ont entendu. Qu'est-ce qui vous interpelle, Eric, dans le témoignage de Cheikh Cheikh André, est-ce que André? je peux te poser quelques questions? Oui, bien La sûr. première, tu étais en Centrafrique en 2015, tu appartenais à quel régiment? Au premier REC, Tu étais au premier REC? D'accord, très tout bien. à fait. Donc on y était en même temps? C'est moi qui commandais quand tu étais là-bas. D'accord, Oui, très bien. Je comprends que tu as été engagé au Mali en 2020. Je comprends. tout Un à fait. légionnaire tué près de toi, c'est correct? Tout à fait. En fait, la réponse, elle est relativement simple chez André, même si elle n'est pas toujours très admissible, mais il y a des choses qui sont établies. La première chose, comme quand la France t'envoie te battre en Centrafrique, au Mali ou ailleurs, elle t'envoie, elle est consciente du risque qu'elle te fait prendre, parce qu'il faut effectivement être capable de remplir la mission. Et du coup, si tu es tué, si tu es blessé, elle garantit à toi ou à ta famille, aux personnes que tu auras désignées, elle vous garantit une certaine réparation. Si tu es blessé, ça s'appelle pension militaire d'invalidité. Si tu es blessé, ça s'appelle prise en compte congé longue maladie avec un suivi du service de santé particulier. Si tu es tué, c'est ton épouse, tes enfants ou les personnes que tu auras désignées qui seront dépositaires du pécule que versera l'État. Ce qui arrive parfois, c'est qu'on trouve que c'est trop léger. Parce que les comptes sont établis. C'est la raison pour laquelle, c'est ce qu'évoquait Gratien Maire tout à l'heure, ont été créées un certain nombre de maisons d'assurance qui acceptent de couvrir le risque de guerre. Tu les connais, historiquement c'est l'Agence générale de prévoyance militaire, ou anciennement
le GMPA, qui est devenu Alliance Défense, qui se sont spécialisés dans la prise en compte du risque de guerre. Tu souscris dans ces cas-là, de manière volontaire, une assurance complémentaire, et c'est cette assurance complémentaire qui te sera donnée si toi, tu ne peux plus exercer ton métier, ou si tu as des séquelles durables qui ne te permettent plus de continuer à servir comme tu le souhaiterais, et c'est ta famille ou les personnes que tu auras désignées qui récupéreront le pécule inhérent à cette assurance, sur lequel en fait tu as des conseillers qui sont délégués ou conseillers, peu importe, que tu dises voilà ce qu'il en est. Puis il y a un dernier point. Quand on parle de ces deux assurances, tu as une association comme Tego, mais Gracien Maire pourra t'en parler plus précisément, en fait qui fait le lien et qui est capable de t'aider à surmonter, non pas ce qui est la réponse administrative que je viens de te donner, mais une réponse plus charnelle, une réponse plus humaine, qui, au-delà de ce que feront tes camarades de combat et tes camarades de régiment, peuvent apporter les points d'ouverture de ce magma administratif, où de temps en temps, non seulement on n'est pas bien, mais en plus, on ne sait pas très bien à qui s'adresser. Gracien ? Oui, alors d'abord, ce que je voudrais souligner dans ce que Cheikh Yassine a indiqué, c'est qu'il y a une prise de conscience du risque que l'on prend. Mais la prise de conscience du risque que l'on fait porter à sa famille intervient seulement quand on est confronté, je crois, ou tardivement, quand on est confronté à ce genre de situation. Et je crois que c'est exactement ce que tu as exprimé. Si je ne traduis pas, si je respecte ce que tu as dit, si je ne tords pas les propos que tu as prononcés, et je crois que c'est important. Et c'est là où, effectivement, en complément de l'action institutionnelle, le cas échéant de la couverture assurantielle qui a été prise, auquel Éric faisait allusion, où les associations, dont l'association Tego, peut intervenir pour une meilleure prise en charge, notamment de proximité auprès de la famille, auprès des proches. Alors, c'est ce que je disais un petit peu en introduction. Au niveau de l'association Tego, on dispose d'un réseau d'entraide, de délégués entraide, qui sont en fait un peu qui ont une culture d'assistante sociale et qui connaissent parfaitement les procédures et qui viennent accompagner les familles pour les aider à effectuer les démarches. Et ensuite se déclenche tout un système, tout un processus d'accompagnement, d'aide financière, psychologique, sur lequel peut-être on reviendra au cours de l'émission. Alors moi, la question que je voudrais te poser, c'est dans ce contexte-là, qu'est-ce que tu aimerais qu'une association comme Tego fasse mieux pour accompagner les situations de décès pour la famille, voire de blessures physiques ou psychologiques? Comment notre association pourrait être encore plus proche et plus efficace auprès de militaires comme toi qui ont été témoins ou qui ont vécu des situations difficiles? La réponse de Cheikh André, en quelques mots. Alors, pour moi, ça serait vraiment, alors pour ceux qui ont une blessure physique grave qui mène à un handicap, et ce qui pourrait m'arriver, je l'espère pas, mais ce qui peut arriver quand on est en opération, ça serait vraiment d'avoir un accompagnement et une aide à la rééducation, à la réinsertion et dans la vie quotidienne. Alors, ce n'est pas devenir assisté, mais c'est vraiment être guidé, parce que souvent, quand on a un gros changement de situation qui nous arrive, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas comment faire, ni par où commencer. En fait, ça serait vraiment ça, avoir ce rôle de guide pour dire à la personne blessée ou à la personne meurtrie ou à la famille du défunt, bon ben voilà ce que vous devez faire, voilà comment vous pouvez le faire, voilà comment vous devez procéder. C'est vraiment avoir un guide. Et ça, je permets de rebondir, parce qu'il y a Jean-Charles qui est militaire dans l'armée de terre, qui a quitté le service actif, qui nous dit via le chat, et je vous rappelle que cette émission est interactive, qui nous dit, et si on informait les familles, comme on informe le principal concerné. Ça peut être une piste d'évolution. Merci beaucoup, Cheikh André, merci beaucoup d'avoir témoigné dans cette émission avec autant de sincérité. Merci infiniment. On va recevoir... Merci et bravo pour ton engagement sans faille au profit de la nation. Bon, et je pense que je peux te retrouver à travers la télé. Ouais. Ça me paraît très bien. Merci. Merci beaucoup, Cheikh André. Yannick nous attend depuis quelques minutes. Yannick, 40 ans, gendarme,
Yannick, qui nous appelle de la Martinique. 21 ans de vie militaire. En 1 minute, Yannick, vos états de service? Engagé très jeune, Alors, 19 ans. Exactement, je me suis engagé à l'âge de 19 ans dans la Marine nationale. J'y suis resté 9 ans. Et par la suite, donc, je suis parti en gendarmerie départementale, où j'ai servi en brigade de proximité dans un premier temps dans les Pyrénées, pour ensuite partir en unité d'intervention en Auvergne. Et depuis 2021, je suis en Martinique également en unité d'intervention. Alors, on va préciser d'ores et déjà que ça paraît pas forcément évident pour les gens qui connaissent assez mal la vie militaire, mais pour les gendarmes, le risque, il est permanent. Il est régulier. Il n'y a pas qu'au Mali, évidemment, ou au Kosovo, que le risque est permanent et régulier. Et alors, vous avez une phrase un peu mystérieuse pour nous, mais c'est vous qui allez nous l'expliquer. Vous dites, pour moi, il y a eu un avant et un après Saint-Just, décembre 2021. Qu'est-ce qui s'est passé, Yannick? Alors, dans la nuit du 22 au 23 décembre 2020, sur la commune de Saint-Just, donc qui est une toute petite commune dans le Puy-de-Dôme, les gendarmes de la brigade d'Ambert sont engagés pour des violences intrafamiliales. Donc, pour faire simple, en fait, un homme violente sa femme et les gendarmes sont engagés sur cette situation. Il s'avère que c'est un guet-apens, que le mis en cause attend les gendarmes. Il est lourdement armé, notamment d'un AR-15, qui est une arme de guerre américaine, et les gendarmes sont pris à partie. Ils reçoivent des renforts et on assiste à une véritable scène de guerre, pour citer le procureur de la République de Clermont-Ferrand. C'est une véritable scène de guerre qui se produit. De nombreux échanges de coups de feu. Des gendarmes sont touchés et donc l'unité d'intervention de Clermont-Ferrand, nous sommes engagés à 21h50 sur cet événement. Nous arrivons à 23h et à partir de là, donc, nous participons aux différentes actions où malheureusement 3 gendarmes ont perdu la vie. Voilà, on ne va pas en dire plus, parce que d'abord l'enquête est toujours ouverte, 2021 c'est tout récent. On va respecter la pudeur évidemment des familles qui sont touchées. Ce qui est très intéressant dans ce témoignage totalement effrayant, c'est qu'en fait, ce que vous avez vécu, comme vous le dites, c'est une scène de guerre. Et ça, c'était totalement inconnu pour vous, malgré les entraînements. Alors, quelles sont vos attentes, Yannick? Si on pouvait faire les choses différemment, vous feriez quoi? C'est difficile à dire. Déjà, quand on est gendarme, on n'est pas censé connaître ce genre de situation, surtout sur le territoire métropolitain. C'est censé ne pas exister. Pour rejoindre Jacques-André, il était en OPEX. En OPEX, on ne peut être plus concerné par ce genre d'événement. En tant que gendarme, en France, c'est délicat. Que faire de plus à notre niveau, du moins dans l'unité où j'étais? Je ne peux pas parler au sens général, c'est pas possible. Toute personne est différente, chaque unité est différente. Nous étions préparés, nous avions de nombreuses instructions, de nombreux entraînements. Donc, quand nous sommes arrivés sur les lieux, il y a des réflexes qui étaient présents, des actes élémentaires qui étaient présents, mais il est toujours délicat de faire face à ce genre de situation qui nous est totalement inconnu, et surtout que là, on va dire, on ne s'entraîne pas, c'est la réalité, et surtout, il y a malheureusement des camarades qui sont tombés. Il faut réagir vite, et notamment pour essayer de sauver les camarades, et essayer de se sauver soi-même. Gratien va intervenir. Oui, juste une question, peut-être, Yannick. Il y a eu effectivement l'événement auquel vous avez été confronté. Traumatique, hein? Oui, traumatique, évidemment, qui s'est traduit par la mort de 3 de vos camarades. Finalement, pour revenir à la question posée par Emmanuel, un avant et un après, comment avez-vous vécu cet après? C'est-à-dire que, et c'est évidemment pour l'association que je préside important de bien comprendre quels sont les ressorts derrière ce genre d'événement, évidemment extrêmement difficile. Quelle a été la réaction finalement au niveau du groupe, au niveau de l'environnement? Je ne parle pas des familles qui ont été éprouvées, bien évidemment, c'est un autre sujet. Mais vous qui avez été témoin de ce drame, finalement, quel impact ça a eu sur votre comportement, votre attitude face au risque? Alors, comme vous disiez, et à juste titre, il y a un avant et un après Saint-Just. Avant, puisque
dans le cas de notre unité, pour faire vraiment, on va dire, un schéma, pour faire donner une image de notre travail, nous étions des chasseurs et en face de nous, nous avions des proies. C'est très schématique, hein, c'est vraiment une métaphore. Sauf que dans le cas de Saint-Just, c'était l'inverse. Nous étions des proies et en face de nous, nous avions un chasseur. De ce fait, on inverse les rôles. Il y a avant, il y a après. Et je me suis rendu compte que nous pouvions devenir des proies. Au niveau du comportement, bien sûr, ça a changé. Il y a toujours une appréhension. Il y a toujours, je dirais, non pas un recul, mais une analyse qui est totalement différente. On devient beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus méthodique. On analyse et on pense toujours, on essaie toujours d'anticiper ce qui peut se dérouler. Donc c'est surtout ça, sur le sens du risque, je dirais, c'est de l'anticipation. On a toujours quelque chose dans le coin de la tête qui nous fait dire que ça peut dégénérer, il faut s'y préparer. On a toujours quelque chose qui va nous dire fais attention, sois prêt. Yannick, vous et ceux qui ont survécu à cette tuerie, oui. Vous êtes forcément à différents degrés, je l'entends bien, mais blessés psychologiquement. Vous avez osé demander de l'aide ? Oui. Alors, j'ai demandé de l'aide et j'ai fait une très grosse erreur. C'est de ma faute. C'est-à-dire que donc Saint-Just s'est déroulé fin décembre 2020. Oui. Et j'ai continué de travailler normalement après. 2021, oui. Je ne me suis pas mis en arrêt, je n'ai pas demandé d'aide, j'ai continué de travailler pour la bonne et simple raison que je ne pouvais pas quitter mon... Voilà. L'activité ne s'est pas baissée. Pour tout vous dire, par exemple, la nuit du 31 décembre au 1er janvier, je l'ai passé dehors avec mes camarades sur une personne forcenée. 8 jours plus tard, à nouveau forcené. Tous les 8 jours, on entraînait, nous étions sur des situations, sur un spectre d'intervention qui était assez élevé. Mais vous êtes effondré plus tard alors ? Je dirais plutôt que le vase s'est rempli petit à petit et je ne m'en rendais pas compte. Plutôt que je le savais, mais je ne voulais pas le voir. On appelle ça du déni. C'était un déni, mais surtout j'étais peut-être pas sous le choc, mais j'étais totalement omnubilé parce que je venais de vivre. J'étais à côté de la plaque. Et envie d'être là, le gars fiable sur qui on peut compter. Bien sûr, on le comprend. Eric, une réaction ? Moi, Yannick, d'abord, je vous félicite. Je pense que j'ai aussi un passé de soldat et je pense que j'aurais réagi comme vous. Je trouve assez remarquable. Face à une première embuscade, alors, moi j'ai l'habitude de dire, en fait, on va à la chasse, on est le chasseur. Le problème, c'est que dans ce cas présent, le lapin avait un fusil. Donc, 3 sont tués. Et j'ai beaucoup d'admiration pour ce qui est fait. C'est vrai que sur le territoire national, sur le territoire métropolitain, on n'a pas l'habitude de voir de tels sujets, mais c'est bien la base de ce que les Français attendent en termes de sécurité, et vous en êtes les auxiliaires comme nous, à d'autres titres. Le fait de continuer, de toute façon, psychologiquement, je pense à toujours quelque chose de vertueux. J'ai 2 questions, moi, complémentaires. Comment on réagit je ne sais pas si vous êtes marié, Yannick ? Je suis marié. Comment réagit votre épouse, vos enfants éventuellement ? Et comment réagissent vos chefs ? Parce que c'est souvent... La question qu'on se pose toujours, c'est quelle est la bonne mesure ? Quelle est la juste mesure ? Quel est le juste poids, en fait, de cet engagement ? Je souscris à votre analyse quand vous dites... D'abord, je n'avais pas envie de m'arrêter. Parce que, mais il considère que c'est une erreur aujourd'hui. Hein. Attention, absolument. Il a bien dit c'est une erreur. Hein. Mais alors, 2 ans plus tard, on se dit avec du recul, j'aurais sans doute pas dû. Alors, sachant que je dis le témoignage de Jonathan, indique justement que beaucoup trop de militaires restent en activité. Bien sûr. Et cela peut représenter un risque pour les autres aussi, les collègues et la famille. On vous laisse répondre, Yannick. Alors, vis-à-vis de ma famille, c'était délicat. Comment comprendre quelque chose qu'on n'a pas vécu, qu'on n'a pas vu, qu'on n'a pas ressenti. Oui. Je me suis exprimé, mais je me sentais tout de suite pas compris. Ce qui fait que pour mon épouse, c'était très très délicat. Faut dire ce qu'il en est. Elle avait face à elle un zombie. Mon fils m'a déjà vu en train de regarder une télé éteinte. Parce qu'en fait, je faisais des transferts. J'étais fasciné par ce que je venais de vivre, mais fasciné négativement. Je revivais des scènes. Je suis resté plus de 12 heures sur place.
Je suis notamment allé 3 fois au plus près de l'action. Des actes ont été faits. Et à partir de là, je les revivais. Ou alors, je me posais des questions. Est-ce que j'aurais dû faire comme ci, j'aurais dû faire comme ça? Ma femme me voyait justement, on peut dire ce qu'il en est, plongé psychologiquement. Et pour pallier à ça, j'allais au travail. J'allais au travail parce que j'avais besoin de voir mes camarades, j'avais besoin d'y retourner, parce qu'il y avait cet état de fascination qui est totalement indescriptible, ça se ressent, ça ne s'explique pas. Et on est tous différents face à ça. Mais je peux vous dire que pour ma femme et mes enfants, ça a été et ça reste toujours difficile parce que mes enfants qui déjà ne sont pas au courant exactement de ce que j'ai fait, ils sont trop jeunes, je ne veux pas leur en parler. Et vos chefs ont réagi comment? Alors pour mes chefs, mes chefs, mon commandant de compagnie a été, on va dire, a très bien réagi, nous a soutenus. Concernant mon commandant de peloton, c'est comme ça, on a continué ensemble, on était côte à côte, on a avancé, on a continué. Il n'était pas question d'arrêter. Oui, donc les chefs ne sont pas forcément formés peut-être à réagir sur du syndrome post-traumatique. C'est peut-être ce qu'on peut entendre. Vous diriez quoi, vous, Yannick, d'il y a 2 ans, si vous pouviez lui parler aujourd'hui? Je dirais clairement, arrête tes conneries, arrête-toi. Oui, oui. En fait, non seulement je comprends ce qu'a vécu Yannick, et puis moi-même, j'ai vécu ce genre de situation. Moi, je suis assez sensible au positionnement du chef ou de la personne qui fait faire un pas de côté dans cette fascination de l'engagement total, de l'engagement dévoué, et qui peut parfois amener à soi-même se nuire à soi-même. On va chercher le poison qui va continuer de nuire et d'empoisonner l'ensemble de nos raisonnements. En général, c'est un chef, c'est un collègue, c'est un père, c'est une personne qui est près de soi et qui dit, écoute, sur telle et telle chose, il faudrait peut-être faire les choses différemment. Et ce qui me marque dans votre témoignage, Yannick, c'est que vous avez le forcené de décembre 2020, mais vous avez 8 jours plus tard un autre forcené, oui, et un jour plus tard un autre forcené. Je me dis, le Puy-de-Dôme, ça doit être un peu chaud. Je suis désolé, hein, Yannick. Mais en plus, je me dis, mince, on finit par ne voir que ça. Et si les problèmes de la gendarmerie deviennent mes problèmes personnels, il y a sans doute quelque chose qu'il faut traiter différemment. Bien vu. Merci Yannick. En tout cas, moi, ce que je note, c'est que vous êtes capable de le raconter. Et de le raconter calmement. Ça, c'est le signe de quelqu'un qui lève la tête hors de l'eau. Et on vous félicite d'avoir pu témoigner avec nous. Merci à vous. Je vous invite à rester en ligne parce que le témoignage de Cédric, derrière, va vous rappeler le vôtre. Merci. Et je pense qu'on comprend mieux. Merci Yannick. On comprend mieux les anciens combattants qui ne parlaient qu'entre eux et qui finissaient par éponger ceci dans la soif. Merci beaucoup Yannick. On va rejoindre Cédric. Cédric, est-ce que vous m'entendez? 36 ans, armée de terre, blessé de guerre. Cédric, racontez-nous, vous êtes engagé en 2008. Cédric va venir nous rejoindre. Bonsoir à tous. Bonsoir Cédric. Bonsoir. Bonsoir Cédric. Vous nous racontez en 1 minute vos états de service avant qu'on raconte l'accident que vous avez eu? Alors pour moi, j'ai été engagé en 2008 à l'École nationale des sous-officiers d'active. J'ai ensuite été muté pendant 9 ans, donc 2009 à 2018, au 4e régiment du matériel qui se trouve à Nîmes. Donc j'étais mécanicien sur véhicule de l'avant blindé. Et ensuite, 2018 à 2022, j'étais à Saint-Cyr, Coëtquidan en tant que formateur d'élèves. Et ensuite, à ce jour, j'ai repris du service après un congé du blessé que j'expliquerai tout à l'heure. Et je suis actuellement à l'École nationale des sous-officiers d'active, mais au groupement de soutien de la base de défense. En fait, en gros, pour faire simple, je suis magasinier et c'est moi qui équipe les élèves de la tête aux pieds. Donc voilà, cette semaine, par exemple, je suis en pleine incorporation. Donc j'ai 400 élèves qui arrivent et qui sont incorporés. Je les équipe de la tête aux pieds. Donc voilà, 2 000 € de pactage à leur donner. Merci de nous consacrer un peu de temps dans ce contexte-là. Ce qui est intéressant dans votre témoignage, Cédric, c'est que votre prise de conscience s'est faite en 2 fois. Vous êtes d'abord revenu d'une OPEX au Mali, pas très bien, même pas très bien du tout, parce qu'on parle de syndrome de stress post-traumatique, mais vous en êtes pas rendu compte tout de suite en réalité. Tout à fait. Donc en fait, en 2016, j'étais déployé au Mali. Et en fait, donc j'ai eu un gros souci après de multiples attaques sur le terrain, avec une grosse prise de conscience.
Et donc, je me suis pas senti bien, j'ai rendu compte. On va dire que, en gros, pour faire simple, on m'a dit de serrer les dents et que ça allait le faire. Et donc, du coup, je me suis noyé dans le sport. Et donc, en fait, concrètement, le soir, j'allais à la salle de sport jusqu'à ne plus pouvoir me servir de mes bras, comme ferait quelqu'un qui se noierait, en gros, avec de la drogue ou de l'alcool. Et donc, en fait, je suis rentré de ce Mali-là et je savais déjà que je repartais au Mali 8 mois après. Et donc, 8 mois après, je suis reparti au Mali avec cette fois-ci mon unité constituée, alors qu'avant, j'avais été, donc en 2016, j'avais été déployé seul avec deux membres de mon régiment. Et donc là, en fait, en rentrant de ce Mali-là, en gros, ma femme m'a expliqué que voilà, c'était plus possible, qu'on ne pouvait plus vivre comme ça. Donc en gros, soit j'allais consulter, soit en fait, on faisait une pause, voire carrément se séparer. Et puis vous avez eu un accident de la route. J'ai eu un accident de la route donc en 2014 au préalable. J'avais déjà été percuté par une voiture alors que j'étais sur en moto et je rentrais du travail. Donc un accident domicile-travail, on va dire, qui peut arriver à n'importe qui. Mais aujourd'hui, ça a impacté ma vie étant donné que je ne peux plus courir. Donc voilà, ça a impacté ma vie et aujourd'hui, ça joue un rôle. Voilà, même au sein de ma famille, je peux plus faire de certaines activités comme jouer au foot avec mon enfant, par exemple. Ça aujourd'hui, c'est plus possible. Vous êtes en fauteuil ou vous pouvez quand même encore marcher? Alors non, je suis pas en fauteuil. J'ai voilà, j'ai la chance, on va dire entre guillemets, d'avoir encore mes deux bras et mes deux jambes. Mais par exemple aujourd'hui, par rapport à la pratique, par exemple d'un sport comme le triathlon, je suis obligé de pratiquer ce sport-là en faisant pour remplacer la partie course à pied, je suis obligé de la pratiquer sur un fauteuil adapté pour pouvoir faire un triathlon en entier, par exemple. Vous êtes parti en handisport, donc. Voilà. C'est ça. Très bien. Gratien voulait intervenir. Oui, ce que je voudrais reprendre sur votre témoignage, Cédric, c'est je comprends que c'est finalement votre compagne, votre femme, qui vous a conduit à une prise de conscience. Il a dit maintenant ça suffit, il faut faire quelque chose. Et je crois que ça, c'est un élément important dans ce genre de situation, de blessures psychiques, psychologiques. C'est qu'en fait, c'est souvent l'entourage qui permet cette prise de conscience. Alors l'entourage professionnel, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure avec le cas de Yannick, mais l'entourage personnel aussi, la famille. Et je crois que, moi, ce que je retiens de votre témoignage, et ça participe effectivement à l'action que l'association mène et souhaite mener encore davantage, c'est qu'il y a une nécessité d'information de la famille, de manière à ce que là où la victime du syndrome de stress post-traumatique n'a pas toujours les ressources ou n'est pas en mesure de prendre conscience de ce qui lui arrive, c'est que c'est l'extérieur qui va lui faire prendre conscience et va le diriger vers des solutions d'accompagnement, alors que cela soit, je dirais, au sein de l'institution, que ça soit peut-être pendant des périodes intermédiaires où on est en congé des blessés, par exemple, où on est un petit peu entre deux eaux, voir comment accompagner au mieux et aider au rétablissement de cette maladie. C'est intéressant, ça, le congé du blessé, parce que vous êtes en arrêt, mais vous appartenez toujours à votre unité, hein, c'est bien ça? C'est ça, tout à fait. En fait, et c'est compliqué, cet entre-deux-là? C'est ça, en fait, aujourd'hui, c'est compliqué d'être entre les deux, parce qu'en fait, moi, pour ma part, j'avais le choix, je ne connaissais pas le congé du blessé, donc j'avais le choix d'être soit de rester en activité et entre guillemets de ne pas forcément parler de ma blessure. Et donc en fait à partir du moment où j'ai parlé de ma blessure, j'ai été mis en arrêt. Et en fait cet arrêt du coup m'a isolé, m'a fait perdre certaines fonctions au sein de mon unité et du coup je ne pouvais pas être employé dans la fonction dans laquelle j'avais été recruté. Donc du jour au lendemain on vous dit en fait on vous met limite dans un placard à balai parce que vous avez perdu telle ou telle aptitude du fait d'être blessé. Et donc là déjà c'est déjà difficile à vivre. Et pour moi, il était encore plus difficile à concevoir que je sois en congé longue maladie. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, pour faire simple, mon dossier était géré par une entité spécifique qui s'appelle le GEPIT, on appelle ça. Et donc, en fait, c'est une entité qui gère
les blessés. Et en fait, pour moi, je n'avais plus ce lien avec mon unité. Donc, j'ai choisi d'être en congé du blessé. Mais la particularité du congé du blessé, c'est d'être affecté à l'unité. Mais le problème, c'est que l'unité ne peut pas être au courant de tout, étant donné qu'il y a le secret médical. Ouais. Donc, et on n'a pas forcément envie de parler de tout à son commandement. Et à côté de ça, on est chez soi. Et donc, du coup, on n'a pas forcément d'accompagnement comme la CABAT, quand on est en congé longue maladie. La cellule d'aide aux blessés de l'armée de terre. C'est ça, tout à fait. Et donc, du coup, on se retrouve entre les deux. Donc, cette période, elle dure que 3 fois 6 mois, renouvelable, bien sûr. Et au bout de ces 3 fois 6 mois, soit on est en mesure de pouvoir reprendre si on n'a pas repris avant, soit on bascule en congé longue maladie. Donc, moi, j'ai eu la chance de faire un premier test au bout de 6 mois. J'ai voulu reprendre. J'ai fait des crises de stress et d'angoisse. Donc, j'ai dû repartir en congé du blessé. Et au bout, en fait, on avait localisé le problème. C'était en fait ma spécialité qui me créait en fait parce que j'avais l'impression de revivre en fait mon état de syndrome post-traumatique au Mali. Et donc du coup, j'ai changé de spécialité. Et à partir de ce moment-là, on s'est aperçu que le fait de changer de spécialité, je repartais sur quelque chose de nouveau. J'étais inapte opération, donc je savais que j'allais pas repartir forcément en opération. Donc j'avais le temps de me soigner et de pouvoir remettre le pied à l'étrier. Donc avec un poste adapté à 80% dans un premier temps, puis à 100%. Et donc tout ça a fait qu'aujourd'hui, j'ai repris du service et je peux, c'est ce que je dis toujours, je peux aller jusqu'à ma pension de retraite. Et ça, pour moi, c'est une fierté quand même de pouvoir remettre le pied à l'étrier et d'aller jusqu'au bout de mon engagement. Alors, j'ai une réaction là de nos téléspectateurs et téléspectatrices. Les aides institutionnelles ont considérablement évolué en cas de blessure psychique ou physique ou décès, à l'instar de la CABAT. Eric, une réaction à ce qu'on vient d'entendre et à ce commentaire-là, et après on dira... D'abord, plusieurs choses. Cédric. Bravo Cédric pour ton engagement, et j'espère que tu es heureux à Saint-Mexan, parce que je pense que c'est pas mal, et je vois que les responsabilités qu'on te confie à gérer toute l'incorporation de 400 élèves sous-officiers au même moment démontre que j'ai l'impression que tu as quand même repris du poil de la bête, et j'en suis heureux. Ma deuxième remarque est liée en fait à ce que tu évoques. Je pense que malheureusement, sur la partie PTSD, on ne peut soigner que les gens qui veulent se soigner, et on ne peut aider que les gens qui veulent être aidés. Et une part du traitement relève de toi-même, de l'institution certes, mais de toi-même aussi, et je suis heureux en fait que tu l'aies pris à bras-le-corps. Ensuite, l'institution me semble tellement consciente des difficultés du personnel qui est marqué par un syndrome post-traumatique qu'elle a vu avec l'autorité politique, le ministre, Madame Parly, comme le ministre Lecornu, pour faire en sorte de faire évoluer toute la prise en charge et simplifier en fait la façon dont on traitait ce type d'affection. Ça a considérablement évolué. Si on reste dans ton cas, qui est celui de l'armée de terre, aujourd'hui le directeur des ressources humaines de l'armée de terre a un officier général blessé qui s'occupe de faire la synthèse de tout ceci et qui lui-même a été marqué et qui est particulièrement sensible à ces sujets et qui porte petit à petit, tu les trouves de mémoire dans la dernière loi de programmation militaire qui a été votée, l'ensemble de mesures qui permettent, un, de te simplifier la vie et deux, de te soutenir dans la durée. Voilà, mais je suis heureux de voir que tu reprends le sourire dans ton activité, ce qui me paraît pas mal. Merci beaucoup, Cédric. Merci infiniment pour ce témoignage. Et bonne continuation à Saint-Mexan. On a pris, je ne vous le cache pas, quelques minutes de retard, donc il n'est pas totalement impossible qu'on déborde après 19h. C'est pas très grave, j'espère que vous serez encore nombreux à nous suivre. On remercie Cédric, on accueille Stéphane, 47 ans, retraité militaire. Bonjour Stéphane. Bonjour. Un petit tour rapide de vos états de service, Stéphane ? Oui, bien sûr. J'ai commencé mon service en tant qu'appelé du contingent en 95, de 95 à 97, où j'ai fait un volontariat service long au 18e régiment de transmission d'Épinal. Puis après, un engagement en 98 au 92e régiment d'infanterie pendant 10 ans, où après j'ai été muté au RICM Poitiers pendant 2 ans. Après, j'ai été remuté au 92e régiment d'infanterie pendant 2 ans, puis après au CEFOS, au Centre de formation opérationnelle santé, pendant 1 an, puis après à l'école de santé de Toulon pour faire aide-soignant, puis à l'issue au 1er régiment médical de la Valbonne.
Alors, on va raconter, Stéphane, ce qui vous est arrivé. Vous, c'est 2011 et c'est l'Afghanistan. Oui, tout à fait. Donc, je suis parti, donc après mon retour de Djibouti de séjour, j'ai le médecin de l'unité du régiment d'infanterie chars de marine de Poitiers qui m'a contacté donc, à Djibouti pour partir en mission en Afghanistan. Donc, c'était une mission d'1 an avec 6 mois de préparation plus 6 mois de mission. Où là, pendant, donc, ça a été de la mission de décembre à juin dans la Green Zone, sur la COP 46. Et donc, pendant ma mission, donc, j'ai fait plusieurs opérations, dont une sur un parallèle où, pendant la réarticulation, on avait pris des tirs pas de LRAC, mais bon, j'en perds mes mots, où on a pris des tirs. Le Chicom. Non, c'était pas des Chicom, c'était du RPG. Oui. Et après, donc, la réarticulation, donc moi j'étais avec le VAPSAN puisque je suis secouriste au combat de niveau 2. Et donc mon véhicule était à l'arrière et le premier MX-10 RC donc, a sauté sur un IED. Donc l'équipage a pris sous le véhicule et donc le véhicule a commencé à prendre feu. Un premier équipage VBL donc, a ramené à mi-parcours les blessés et moi je suis descendu de mon véhicule de l'avant blindé et je suis allé chercher les 3 blessés. Donc après, une fois qu'on a pu sécuriser la zone et mettre les blessés à l'abri, ils ont été évacués par hélicoptère. Et après, dans la nuit de décembre donc début janvier, dans la nuit du 8 au 9 janvier, sur le Wadi de Mirel, donc une grosse opération avec le RIMA, où un de mes camarades donc, a sauté sur un IED. On a eu du mal à le retrouver puisque il a été projeté. Et une fois arrivé sur place, donc avec le médecin, à la frontale rouge, donc mon collègue était décédé, donc un Pantin, qu'on a mis sur brancard. Une fois arrivé sur zone, donc on a pu où c'était sécurisé, on a pu couper la chaînette, le préparer et le mettre dans le sac mortuaire. Alors, ce qui est fou, c'est qu'avec le syndrome post-traumatique, c'est qu'il n'arrive pas forcément tout de suite. Il y a le déni d'abord du soldat ou de l'infirmier qui peut jouer. Il y a le tabou aussi, le fait qu'on a envie d'être au service, qu'on a envie d'être là. Mais vous, finalement, c'est un peu comme le témoignage précédent, c'est votre comportement qui a changé petit à petit en réalité. Mais il y a un temps de prise de conscience qui est long. Exactement. Donc, ce changement, donc se fait tout doucement. Donc déjà pendant la mission où il y a déjà une tension qui s'effectue avec les camarades, où on se sent bien à la popote en buvant un peu d'alcool et puis en se remémorant ce qu'on a pu vivre. Malgré tout, il y a quand même un psychologue qui vient sur site le lendemain ou le surlendemain pour faire une étude du groupe, mais pas personnelle, juste une étude du groupe. Et si la personne, le militaire, souhaite éventuellement en parler, mais comme ça reste tabou, entre guillemets, et par fierté, donc on n'ose pas trop puisqu'on est en groupe, donc on a du mal à évoquer. Et c'est pas tout de suite que ça ressort pour beaucoup de gens en plus. Non, c'est pas tout de suite que ça ressort, mais malgré tout, maintenant avec le recul, en fait, il y a quand même des facteurs qui font évoquer et remonter ce problème. Et vous avez été muté 2-3 fois, et c'est à la dernière mutation où il y a vraiment eu un déclencheur, la visite d'un médecin militaire, et voilà, il a fallu une prise de conscience sur le long terme, en fait. Exactement, donc à la dernière mutation, ça a fait la soupape, et donc ça a explosé, puisque là, plus rien n'allait en soi, et j'ai décidé, par rapport à toutes les missions que j'ai pu faire, de voir pour la première fois un médecin militaire et évoquer ma carrière. À partir de là, j'ai rempli un questionnaire où on m'a donné un score et mon score était au-delà de ce test et on m'a suspecté le syndrome post-traumatique. Voilà, c'est là que vous avez été déclaré inapte au port d'armes, c'est après ce questionnaire, c'est ça? Oui, voilà, donc inapte au port d'armes dans un premier temps puisque j'étais en unité, et puis après, inapte. Et aujourd'hui, réformé pour inaptitude, en raison de ce et voilà, syndrome réformé pour inaptitude, ouais. Tout à fait.
Voilà. Et avec une mise en retraite en début d'année. Alors, on a bien compris, vos attentes, c'est que ce ne soit pas tabou, c'est qu'on puisse en parler, c'est sensibiliser les militaires. Alors, retour de mission, peut-être plus que ça n'est fait, pour détecter des malaises, pour que le militaire sorte du déni et puisse lui aussi détecter son propre malaise. Ce sont les attentes que vous avez. Hein. Oui, tout à fait, parce que moi, je dis pas que je suis d'ancienne génération, mais on a été formé de la façon où, pour consulter un médecin, c'était une honte, entre guillemets. Ouais. Hein. Et c'est vrai que, aujourd'hui, ça a certainement dû changer. Mais moi, avec mon recul, par fierté, on allait toujours de l'avant. On regardait pas vraiment dans les rétros. Mais on s'aperçoit qu'après, il y a du mal de fait, aussi bien personnel que familial. Et aujourd'hui, vous payez. Gratien, une Oui, je réaction. crois que Stéphane, ton parcours est, je dirais, malheureusement, celui traversé par beaucoup d'autres dans des conditions analogues, tragiques, et analogues, et qui démontrent combien la prise de conscience de ce que représente aujourd'hui le syndrome de stress post-traumatique est importante. En fait, dans la réalité, si on regarde bien, on parlait tout à l'heure du premier conflit mondial, ce syndrome existait déjà, sauf qu'il n'était pas reconnu. Aujourd'hui, il est reconnu, mais il n'est pas encore, je dirais, accepté totalement, notamment de la part des victimes, de ceux qui sont face à des situations tragiques ou qui vivent eux-mêmes dans leur chair des situations, des blessures qui sont traumatisantes. Et je pense que c'est là où effectivement il y a encore un gros travail à faire pour permettre à chacun, que ce soit encore, comme je disais tout à l'heure, dans son environnement professionnel, dans son environnement familial, de reconnaître cette situation et de pouvoir se tourner vers les structures que l'institution a mises en place, mais également celles que les associations peuvent apporter. Parce qu'il y a des situations, on le voit bien, où dans certains cas, il y a cette crainte d'aller vers le médecin militaire. Et donc, je n'encourage pas évidemment à se tourner, d'aller hors du cadre de l'institution, mais c'est un recours. Et je le dis à l'intention de tous ceux qui nous écoutent, évidemment, qu'il y a des structures qui existent. Alors, dans ce que Eric a qualifié de magma, ce que j'appelle un maquis administratif, on a du mal à s'y retrouver, mais bon, on décrit la même chose. C'est pas mieux que Eric, magma, si je puis me permettre. Mais certains parlent même de jungle administrative. Voilà. Mais sans lancer de débat sémantique. Et je crois qu'il est important effectivement de savoir que éventuellement le tissu associatif peut faciliter peut-être une première étape, servir de marchepied vers cette reconnaissance. Et j'en profite effectivement pour dire que pour ceux qui n'osent pas encore faire cette démarche, vous pouvez trouver sur le site internet de l'association Tego un numéro vert qui vous oriente donc gratuitement vers une consultation auprès d'un psychologue qui va vous aider, qui va vous dire effectivement à caractériser la situation dans laquelle vous êtes et éventuellement avec l'association de vous orienter en fonction de votre situation, qu'elle soit administrative ou je dirais psychologique, vers une aide, qu'elle soit privée ou institutionnelle. Sauf que là, c'est Stéphane qui fait la démarche. Lui, il aurait voulu qu'on vienne vers lui parce que lui, il était dans cette espèce de complexe du survivant. Il faut déjà sortir de ça. Et peut-être qu'on si on était venu plus souvent le voir, il aurait pu travailler plus tôt là-dessus. Eric. Stéphane, d'abord, bravo pour ton parcours. Je connais bien le COP 46 parce que c'était avec mon régiment qu'un an avant, on a monté ce COP en Afghanistan. Donc je vois à peu près l'endroit où tu as été engagé. Et je suis assez impressionné par ton parcours, qui est un parcours d'auxiliaire sanitaire. Donc j'imagine que c'est assez amusant la pudeur que tu avais à parler avec les médecins, parce que malgré tout, tu entourais les médecins, en tout cas. Tu étais certainement dans cette logique en fait, médicale ou paramédicale. Moi, j'ai peut-être plusieurs questions. D'abord, qu'est-ce que tu fais maintenant? Où habites-tu? Donc j'habite en Auvergne. Oui. Où on avait fait construire donc, en 2013. Donc, c'est le 92, oui. Oui, tout à fait, oui. Et après mes différents congés pour longue durée maladie, j'ai effectué 11 périodes. Donc avec le programme Tego en lien avec la CABAT, j'avais anticipé plus ou moins une reconversion. Pas mal. Dans un premier temps sur 6 mois. Et après, donc, ça a fait échec. Et j'ai retenté, là, avant la réforme, donc Pizzaiolo.
Très bien. Alors, Et, ça, J'ai une il est deuxième passé question. par la Cabate, hein. Il est passé par la Cabate, Voilà, c'est bien de moi le j'ai dire, une la deuxième cellule d'aide question. aux blessés de l'armée de terre. Tu te Oui. souviens quand on est rentré d'Afghanistan, c'est les premiers moments où on nous mettait des séjours à Pafos. Je pense que j'ai fait Oui, un des tout exactement. premiers. Quand tu es passé Oui. à Pafos, tu es passé dans les mains des psychologues. Tu as été un peu avec eux ou pas? Ou tu Donc, as on a foutu le vu. camp pour aller nager? Non, non, du tout, non. Non, bah non, c'était encore très, très encadré. Donc, avec l'escadron, c'était pas possible. Mais enfin, soit. C'est vrai? Et donc, oui, effectivement, donc, on a vu donc, une psychologue, mais en groupe. D'accord. Parce qu'en fait, j'ai le souvenir, moi ça m'avait un peu surpris parce que je suis comme toi, tu sais, mais il n'y a pas d'homme fort en fait sur ces trucs-là. Et Oui, puis, bah, ça, on mais s'en c'est peut-être parce que aperçoit, même j'étais si un on peu est plus. militaire. Oui, oui. Même si on est militaire, on s'en aperçoit, oui. Oui, oui, absolument. Mm. Tu as pris contact avec la maison Athos qui est proche Alors, de chez toi. on a justement la maison Athos, justement une internaute nous fait remonter une idée d'institution rassemblant tous les blessés, hein, terre, mer, air, afin de pouvoir échanger entre eux. Qu'en pensez-vous? Est-ce que la maison Athos pourrait prendre ça Athos par fait exemple? ça. Athos fait déjà ça. Bon, bah, voilà. Athos fait ça. Ouais. Alors, il n'y a pas Oui, des bah, maisons j'ai- Athos partout parce qu'on est en train d'en construire. Très bien. De mémoire, mais je ne me substituerai pas à l'autorité militaire, on essaie d'en faire une par zone de défense et de sécurité au moins. Il y a déjà des premiers travaux qui ont été faits. Moi, je trouve que le bilan est assez positif. Et chose intéressante, je trouve des tas de gens, civils d'ailleurs, bienfaiteurs, qui travaillent pour permettre aux gens non seulement d'être bien dans les maisons Athos, mais de leur trouver des lieux où ils sont capables de s'apaiser. Stéphane, je vais vous laisser répondre. Oui, donc la maison Athos, donc avec René Debure, le président, Mhm. donc qui se trouve à Annecy. Donc bon, bah c'est vrai que au niveau distance, bon, ça reste un peu compliqué. Ouais. Alors ils vont donc à côté de Clermont-Ferrand à Volvic, où là ils devraient venir en décembre, où ils arrivent à avoir donc l'assistante sociale, l'ONAC. Donc après, suivant ce qu'on demande, donc ils organisent aussi des marches ou de la raquette ou du ski, suivant le lieu, où on peut échanger et partager de nos problèmes administratifs, puisque ça reste un gros souci. Oui, Eric? on parlait Pour de tout ce l'avant qui et est- de l'après tout à l'heure. Ouais. Même si Oui. c'est peut-être un peu excessif, il y a un avant et un après Usbin. Et derrière, en fait, il y a une prise en compte petit à petit toujours plus importante de la façon dont l'institution militaire se réapproprie le fait d'avoir des personnes qui sont confrontées à la mort, soit en la donnant, soit en la recevant, ou aux horreurs de la guerre, pour être capable de les prendre en compte. Et il y a deux opérations qui ont été particulièrement violentes. C'est l'Afghanistan dans la durée, et c'est la Centrafrique. Et la Centrafrique avait accru ce système par les horreurs de la guerre. Et puis le dernier moment était bien sûr la BSS sous le Mali, en particulier au début de l'intervention dans lequel il y a eu des coups très très difficiles. Merci beaucoup Stéphane. Géraldine se demande si la parole ne s'est pas libérée avec les jeunes générations par rapport à l'ancienne génération. On l'espère en tout cas et j'espère que votre témoignage, Stéphane, va exercer comme une prise de conscience pour toute la jeune génération qui nous regarde. Merci, vous lâchez rien hein, Stéphane. Merci, vous ne lâchez rien. Merci. Merci beaucoup. Allez, on termine notre dernier témoignage, cinquième et dernier témoignage. Patrice, le doyen de ceux qui témoignent. Patrice, 58 ans, réserviste. Alors, pour faire rapidement votre parcours, vous avez travaillé dans la sécurité diplomatique, notamment au sein de la présidence de la République, en tant qu'officier de sécurité de 2 chefs d'état-major du président de la République. Vous avez été en OPEX en Algérie en 2004, en Libye en 2012, au Niger en 2013, sur le terrain en peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie, le PSIG, formateur en tant que moniteur d'intervention professionnelle, MIP, au sein des PSIG, des brigades de compagnie de gendarmerie départementale et d'autres unités demandeuses. C'est juste pour rattraper un tout petit peu de retard, Patrice, que je le dis à votre place. Aujourd'hui, vous êtes retraité, évidemment. 58 ans. Ce risque, comment vous l'avez vécu, vous, dans toute cette carrière intense? Alors le risque, effectivement, nous partions du principe, et j'ai bien écouté mon collègue également qui a malheureusement connu Saint-Just. Donc je pense qu'on s'est croisés en 2021 parce que je pense que c'est lui qui a dû venir effectivement en recyclage à la université ou un de ses collègues. Donc ce sont des histoires qui sont, ce sont des histoires que moi je n'ai pas vécues en fait. Mais on partait toujours du principe, nous les moniteurs, effectivement, d'intervention, lorsque dans nos cours,
nous partons du principe qu'il n'y a jamais de missions qui n'ont pas de caractère de risque ou de dangerosité. Personnellement, je partais du principe qu'il faut constamment être prêt dans les moments les plus calmes. Parce qu'effectivement, l'entraînement en individuel et en groupe est très important. Ça veut dire que la formation initiale, mais aussi la formation continue, alors c'est ça qui vous permet de rester alerte finalement, de ne jamais croire que la situation est calme? Effectivement, la formation initiale gendarmerie nationale, que ce soit les sous-officiers ou les officiers, est suffisante au départ. Après, effectivement, comme toutes les formations théoriques, il faut se former sur le terrain et avoir une expérience. Donc, tout au long de sa carrière, c'est l'essence même de la sauvegarde de l'intégrité physique et psychologique, puisqu'on a abordé le sujet, parce qu'effectivement, les traumatismes, de ce qu'on peut voir, de ce qu'on peut, lorsqu'on peut être blessé, par exemple, ou, oui, effectivement, blessé sur le terrain, bah, psychologiquement, c'est certainement un gros problème, parce que moi, je n'ai jamais connu, en fait. J'ai connu des faits d'armes, notamment à l'étranger, pas des faits d'armes, mais directement. Mais voilà, on a été un peu exposé. Est-ce qu'on peut dire qu'une mission, même bien préparée, se passera de toute façon jamais comme on l'a prévu? C'est votre expérience, ça, ou au contraire, des fois, la mission très bien préparée se passe exactement comme on l'avait prévu? Voilà, effectivement, vous m'avez demandé d'intervenir là-dessus, parce qu'en tant que moniteur d'intervention, j'ai donc eu la chance de travailler dans 2 pelotons de surveillance et d'intervention en région parisienne, donc dans le 95 en premier, et ensuite dans le 91, qui n'est pas un département tranquille non plus. Donc effectivement, nous devions bien préparer les interventions, programmer. Donc par exemple, je prends l'exemple d'une intervention judiciaire au profit des unités demandeuses, donc les brigades de recherche, les brigades, où nous devions aller interpeller un individu le matin à 6 heures. Et pour celle à caractère d'urgence, lorsqu'on est par exemple en surveillance générale, prendre toujours le temps pour la réflexion de la tactique opérationnelle à employer sur le terrain. Parce qu'une mission, même bien préparée, ne se passe pas toujours comme on l'a prévu. Oui, le petit grain de sable, ça vous connaît bien, quoi. Ouais, le petit grain de sable, ça ne se passe jamais comme on l'a prévu. J'ai une question pour vous de Marie-Louise, qui demande, est-ce que vraiment on peut être prêt au risque militaire? On peut s'y préparer. Maintenant, oui, mais est-ce qu'on peut être prêt au risque militaire, Patrice? Ah non, non. Je pense que le risque militaire, alors moi je n'ai pas vécu ce que les collègues militaires, eux, ont vécu de grands drames, effectivement. Maintenant, le risque militaire, on ne peut pas vraiment... c'est impossible de se projeter avant d'avoir vécu. Oui, mais Patrice, est-ce que le collectif, ça ne peut pas déjà être une réponse à ce risque militaire? Le fait d'être ensemble, soudés, dans un corps cohérent, entraîné, vous l'avez bien dit. Hein. C'est primordial, parce qu'effectivement, on se forme déjà individuellement, mais il faut aussi se former avec les collègues, dans le groupe. Ça, c'est hyper important. Je pense que même les militaires qui ont parlé avant, là, Cheikh André ou Stéphane, eux, effectivement, ils travaillent vraiment en groupe, comme nous, en psy. Hein, on travaille toujours, l'entraînement se fait toujours en groupe. Il y a une formation initiale individuelle, mais ensuite collective. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux aujourd'hui, Patrice? Si on devait trouver un point d'amélioration, 1 ou 2 points d'amélioration, où est-ce que ce serait? Je dis qu'effectivement, la formation, c'est essentiel. L'entretien physique, mental sont essentiels. Il faut effectivement prévoir l'imprévisible. Essayer de... Moi, souvent, ce que je faisais, c'est que j'imaginais 1 ou 2 ou 3 possibilités qui pouvaient se passer face à notre intervention pour se préparer psychologiquement, tactiquement, effectivement, sur le terrain, afin de ne pas être surpris. On dit souvent chez nous, on peut être surpris, mais voilà, si on est bien entraîné, logiquement, ça devrait passer. Alors, Eric a envie de réagir. Peut-être plusieurs remarques. D'abord, merci Patrice pour ce témoignage. Peut-être pour compléter, est-ce qu'on peut tout préparer, tout prévoir, etc. Il y a un adage dans les armées qui est assez simple, qui consiste à dire que le premier mort à la guerre, c'est le plan. En revanche, s'il n'y a pas de plan, on n'a pas pris le temps de réfléchir à tous ces canons conformes, cette adaptation qui sera nécessaire pour se mettre non pas seulement dans la tête de l'ennemi, mais regarder effectivement, au regard des premières réactions, comment adapter son dispositif et être capable de vaincre. La question, est-on prêt au risque militaire? Si je peux me permettre de reformuler la question, est-on prêt à remplir sa mission en prenant des risques? Et en fait, c'est amusant, on va trouver la réponse dans
ce que décrivait Stéphane. Je pars en Afghanistan pour 6 mois, je m'y prépare pendant 6 mois. On peut se préparer. On peut se préparer à surmonter l'insurmontable. On peut se préparer à remplir sa mission. En revanche, le risque demeure. Plus on est prêt, moins le risque est grand. Pour autant, il reste toujours une part de risque, sinon il n'y aurait pas de soldats. Et enfin, là je souscris, Patrice, complètement à votre avis. Tout ceci se surmonte collectivement. Et d'ailleurs, il n'y a que voir, tous, Cheikh André, Stéphane, tous, ont évoqué le fait de travailler en groupe, de rester avec ses copains. Notre cher gendarme, juste après l'affaire de Saint-Just, qu'est-ce qu'il fait? Il reste avec son chef immédiat et ils vont traiter les autres cas. Ils restent ensemble. Ils ont peur, nous avons peur collectivement, lorsque quelque chose de très fort a été vécu en groupe, de perdre en fait la force du groupe en prenant peut-être un peu de recul. Et c'est ça ce qui peut parfois nuire aux différentes personnalités. Voilà, juste en complément. Mais merci Patrice pour ce beau témoignage. Gratien. Oui, merci également Patrice. Je pense comme on peut remercier l'ensemble des intervenants pour tous ces témoignages qui montrent effectivement ce que peut être et ce que représente le risque militaire. Pour réagir à compléter, ou en tout cas apporter un regard sur ce que vient de dire Eric, effectivement, le risque, il faut s'y préparer. Il faut y être prêt au mieux. Mais lorsqu'on y est confronté, lorsqu'on est confronté à l'accident, toute cette préparation qui est indispensable, qui permet de minimiser effectivement les conséquences, finalement, elle demeure quand même, ces conséquences, elles restent là. Et c'est là où il y a une étape qui me paraît importante à franchir, c'est qu'une fois qu'on a fait toute cette préparation, une fois qu'on est prêt, une fois qu'on est confronté au risque, qu'on est exposé à la mort ou à la blessure ou à être témoin d'un événement tragique, c'est là où, à mon avis, il y a encore un effort à faire pour s'assurer qu'au-delà de ce que vient de dire Eric, c'est-à-dire au-delà du collectif, qui est la première enveloppe, la première bulle de protection, eh bien, chacun aura le réflexe et la capacité, parce qu'en fait, c'est une démarche, même si elle doit être encouragée par l'environnement professionnel ou personnel, c'est une démarche personnelle. Il faut aller de l'avant. Et je crois que les témoignages qu'on a entendus ce soir montrent bien qu'à un moment donné, il y a eu ce déclic, il y a eu cette capacité à aller de l'avant. Et là, effectivement, il existe des structures pour répondre à cela, on en a évoqué, socio-institutionnelles. Il existe effectivement, dans le cas d'un décès ou d'une invalidité, des couvertures assurantielles. Il existe aussi un tissu associatif qui est là pour aider les gens. Et je crois qu'il faut que nos auditeurs en aient conscience. Toute l'action associative, et notamment celle de l'association Tego, est tournée vers cet effort pour aider chacun, aider les proches, aider les familles qui sont bien souvent des victimes collatérales, ne l'oublions pas, qui ont à supporter un environnement bien difficile. Et donc ce témoignage nous renforce, en tout cas moi me renforce, et l'association, dans l'idée qu'il faut que l'on poursuive au niveau associatif cet effort, de manière à pouvoir accompagner bien toutes ces femmes et ces hommes qui s'exposent au risque de la mort ou de la blessure, et qui s'engagent au service de la nation. Et je crois que c'est la moindre des choses que la nation collectivement, l'État certes, mais également la nation, viennent au secours et en appui de ces démarches pour aider les gens à récupérer face à ces traumatismes. Alors, on a évoqué beaucoup des sujets que vous nous aviez amenés via vos réponses au questionnaire, l'importance du collectif, l'importance d'être en bonne forme physique, on vient d'en parler à l'instant face à un risque, l'importance aussi d'avoir un bon matériel, ça paraît quand même être la base, mais ce n'est pas forcément évident. On nous parle aussi de soutien de la hiérarchie et des politiques, on l'a un peu évoqué, une couverture meilleure et plus rapide lors d'un incident, une meilleure formation, on vient d'en parler aussi, préparation peut-être plus concrète, une meilleure information, communication auprès de l'engagé, mais peut-être aussi auprès des familles. Et puis, deux sujets, je vais vous demander une phrase à chacun sur ces deux sujets qu'on n'a peut-être pas vraiment évoqués, une justice moins laxiste et une meilleure reconnaissance. Allez, qui prend quel sujet? Allez, Gratien, c'est parti. Ou alors Eric? Sur donc les deux points que vous... Ouais, justice moins laxiste et reconnaissance. Ce sont les deux points qu'on n'a pas vraiment apporté une reconnaissance de ce qu'a fait le soldat et de cet engagement. Meilleure reconnaissance, de manière très simple. Le ministre des Armées aujourd'hui a agi directement pour faire en sorte que les personnes qui ont souffert
puissent bénéficier d'une meilleure reconnaissance, soit à travers des médailles, soit à travers des aides. Donc ça, c'est propre. Maintenant, cette reconnaissance, elle va au-delà, c'est celle de la nation. On peut la porter au revers de sa veste, mais elle se fait dans tous les petits détails qu'évoquait à l'instant Gratien. C'est foultitude d'associations qui représentent les doigts de la solidarité au profit et proche de chacun. Une justice moins laxiste, je subodore une appréciation donnée par nos camarades gendarmes. Oui, sans doute, mais là, vous êtes dans un sujet politique qui dépasse notre cadre associatif. Merci beaucoup pour cette intervention, Eric. Oui, Gratien, on va terminer ensemble. Non laxiste, effectivement, je pense que voilà, c'est un sujet spécifique. Mais qui est remonté, je préférerais revenir quand même sur l'ensemble de ces témoignages qui ont démontré l'importance de la parole aussi. L'importance de s'exprimer. Pour chacun des témoins, c'est courageux de parler, mais également pour l'ensemble de la communauté. Voir que des gens qui sont passés par là sont capables de l'exprimer et de le dire. Je ne l'ai pas dit, mais tout à l'heure, on avait une réserviste, une femme, qui disait, nous, quand on arrive, on peut écouter, en fait. On est là aussi pour ça. Et j'ai trouvé que faire collectif comme ça, j'ai trouvé cette réflexion et ce commentaire absolument magnifique. On n'a pas parlé des réservistes là. Et le deuxième constat que je fais, c'est qu'à travers tous ces témoignages, on voit bien que, certes, les situations de décès, les situations de blessures physiques sont importantes. Mais on ressort quand même l'importance aujourd'hui de ce syndrome de stress post-traumatique que l'on découvre, que l'on apprend à connaître, que l'on n'a pas encore vraiment maîtrisé, mais qui est aujourd'hui important pour l'avenir des forces armées. Parce que, je vais même au-delà, évidemment, on parle aujourd'hui des armées et des forces armées, mais on voit bien que, s'agissant de Tego, parmi nos adhérents, on a également des policiers, des pompiers qui sont également exposés à ce genre de situation. Et donc, il est important de pouvoir se mobiliser pour réagir et aider et accompagner ces personnes qui vivent ces moments difficiles. Je voudrais qu'on remercie... C'est tout le sens des travaux. On est sur les forces morales et sur la résilience de la nation. Parce qu'on ne fera pas la défense de la France sans les Français. Je voudrais qu'on remercie Patrice, Stéphane, Cédric, Yannick, Cheikh André pour leur témoignage. Merci à vous de nous avoir suivis. Je crois qu'on a vécu un échange extrêmement riche. Moi, je n'ai pas vu le temps passer. Il me semble que ce qu'on a vécu aujourd'hui, on a envie de le renouveler, en fait, Gratien. Il y aura d'autres émissions, d'autres thèmes ? Eh bien, écoutez, effectivement, on voit bien que c'est l'occasion, effectivement, de donner la parole à des gens qui ont vécu des choses difficiles. Et pour nous, associations, d'avoir ce retour, je dirais, de terrain, de gens qui sont dans la difficulté, c'est effectivement, d'abord, ça nous conforte dans notre engagement associatif. C'est-à-dire que nous sommes tous au sein de l'association Tego, comme dans l'ensemble des associations, des gens qui veulent intervenir, qui veulent aider, qui veulent accompagner, qui voulons accompagner, pardon. Et je crois que ces témoignages ne font que nous renforcer dans notre engagement, et c'est important. Et puis également, ça nous amène à réfléchir sur finalement quel dispositif on peut mettre en place pour mieux accompagner. Je ne l'ai pas mentionné, je prends encore 30 secondes pour le faire, parce que c'est un exemple qui me paraît intéressant. On soutient actuellement une association qui s'appelle la CAP, qui élève et éduque des chiens d'assistance au profit des victimes de syndrome de stress post-traumatique, comme on a des chiens d'assistance au profit des aveugles, avec des résultats qui sont tout à fait remarquables. Et donc, voilà typiquement ce qu'une association peut faire, donc ce que Tego met à disposition non seulement de ses adhérents, mais de l'ensemble des victimes, gratuitement évidemment, de manière à pouvoir les aider. Donc c'est ce genre d'initiative que ces témoignages nous engagent et nous aident à poursuivre, parce que je pense qu'au-delà de ce qui est fait par l'institution et qui est bien fait, qui est pris en compte, il y a tout ce tissu associatif qui est au service de la communauté qu'on appelle défense et sécurité. Un dernier mot, Eric ? Merci à vous 5 pour vos témoignages. Moi, j'étais heureux de repartager ou de remémorer quelques instants ou quelques moments que j'ai pu partager avec chacun d'entre vous. La bonne nouvelle, c'est qu'en acceptant d'en parler, vous allez mieux. Ce qui reste à faire, c'est tous ceux qui ont encore du mal à en parler, pour les aider à faire ce travail sur eux-mêmes, pour lequel beaucoup de gens sont disponibles. Il faut juste arriver à frapper à la bonne porte ou à rencontrer ces personnes qui vous aident à sortir de vous-même et à surmonter
stress post-traumatique. Rien ne se fera sans force morale pour la défense de notre pays, sa sécurité du quotidien et la défense de la France avec les Français. Et moi, je remercie Éric Bello-Desminières. Merci infiniment. Gratien Maire, merci beaucoup. Merci à vous qui nous avez suivis, qui avez enrichi notre débat de vos questions. On va essayer de répondre à tout après l'émission, pas tout de suite là maintenant. Hein, mais je n'ai pas répondu à votre question. Oui, nous renouvellerons l'exercice, bien évidemment. Mais j'allais le dire. Merci infiniment. À très bientôt, donc. Très bonne soirée à vous. Merci à tous. Merci, au revoir. Bonsoir, merci Emmanuel. Au revoir. Merci Emmanuel.